qu'il faut, c'est foncer, potentiellement se planter et recommencer. Donc il a bien dû se passer quelque chose pour que le monde entier utilise un mot français. Le complet était un vieux con, je le dis tout de suite. Tout le sous-sol de Station F est inondé. François Hollande nous a toujours beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a un prochain investissement que tu aimerais faire un peu dans le même style? Le modèle social français, il est incroyable. Te voir 10 minutes, 1 heure ou 10 heures, je peux pas définir si tu vas réussir ou tu vas pas réussir. Première. Bonjour Xavier. Salut, merci de m'avoir. Merci d'avoir accepté. J'ai appris que tu acceptais très peu de podcasts. Ouais, c'est pas toujours mon truc. T'as fait quoi comme podcast juste avant? J'ai fait que les meilleurs, donc j'ai fait Léna Situation. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit j'ai fait Hot Ones, on m'a dit c'est comme un podcast, mais je suis pas sûr que ce soit comme un podcast. Et Samuel Etienne, voilà. Donc Léna Situation, Samuel Etienne et toi. Je suis honoré. Dans ma vie, voilà. Merci beaucoup. Nous, on a voulu t'inviter puisque j'ai eu la chance de faire quasiment toute la galaxie Xavier, en passant par le Fighters Programme, qu'on va justement aborder, Station F, Flatmates, donc tu m'as logé, on va dire, indirectement. C'est toi, Flatmates, c'est pas gratuit, donc tu t'es logé toi-même. C'est vrai, et Flatmates, que je recommande, c'est des appartements, je crois que c'est plein, hein, mais bon, merci, continue. Ouais, je continue de recommander, c'était 500 € à l'époque, sans garant, donc quand tu arrives à Paris, que t'as pas forcément le lien social, ni de garant, rien, c'est une opportunité incroyable. Donc Flatmates, derrière Fighters, qui est gratuit pour certains entrepreneurs, on va aborder le sujet. Station F, et à la fin, j'ai eu la chance d'être backé par Kima, notamment Alexis. Donc j'ai fait toute cette galaxie. Il manque quand même un truc incroyable qui est 42. Qui est 42 que j'ai pas fait, qui est aussi une école. Pas du tout cette histoire. C'est vrai, j'ai pas eu cette chance-là. Et donc moi, je voulais mettre en avant le programme Fighters, qui est un programme incroyable que trop peu d'entrepreneurs connaissent encore. Et je me suis dit que qui mieux que Xavier Niel pour parler et promouvoir ce programme qui est juste dingue. Et donc avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, sachant que la plupart des gens te connaissent, et pourquoi pas rajouter des anecdotes que tu n'as jamais dit à Léna Situation, par exemple? Alors, je m'appelle Xavier Niel, j'ai j'ai presque 60 ans, 58 ans, et je fais de la tech depuis 40 ans. J'ai créé ma première boîte quand j'avais 18 ans, et puis sur la base de ça, on essaye de faire ou de créer des choses, d'avoir des initiatives qui aident des écosystèmes que j'apprécie, l'écosystème entrepreneurial. Et si on se rebase sur le Fighters, en fait, l'idée de Station F est basée sur le Fighters. C'est un peu comment on va chercher des talents différents, comment on va chercher des profils différents pour les emmener vers l'entrepreneuriat. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, on en a marre d'avoir des élèves surdiplômés ou en tant qu'entrepreneurs, et si on trouvait des entrepreneurs différents. Et donc, d'entrée, on part à Station F avec un programme supplémentaire par rapport aux autres programmes, qui est le programme Fighters, dans lequel on va essayer de chercher des gens qui ont un passé, une origine différente, qui devraient normalement pas du tout les emmener vers l'entrepreneuriat, et puis de les accompagner, parce que c'est un accompagnement différent, parce que c'est plus dur, parce que c'est potentiellement plus dur et plus complexe, mais de leur montrer qu'en fait, ils peuvent réussir super bien. Voilà, c'est ça toute l'idée de base. Donc c'est des réfugiés, des personnes en situation de handicap, c'est des personnes heurtées par la vie d'une manière ou d'une autre, pour qui la notion d'entrepreneuriat n'est pas complètement naturelle et pour qui les barrières sont potentiellement plus importantes que les autres. Et nous, on pense que quand on amène de la diversité ou quand on est capable de mélanger des gens entre eux, on est capable d'avoir des choses qui marchent mieux à la fin. Super. Aujourd'hui, tu as du réseau, capital, de l'expérience. On parle à beaucoup d'entrepreneurs. Si tu devais recommencer aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as toute ton expérience, tout ton savoir, mais sans le réseau, sans le capital, tu commencerais par quoi? Est-ce que tu ferais de l'entrepreneuriat? Et sur quel domaine, vers quel type de boîte tu tournerais? Alors, moi, j'ai commencé ma vie d'entrepreneur à une époque, je vais pas vous dire que je pense que c'était plus dur, et je vais vous dire pourquoi, avec 1000 francs, 150 euros. Pourquoi je pense que c'était plus dur? Parce qu'à l'époque, on était dans des métiers qui n'étaient pas un métier... c'était pas lié au digital. Donc, on créait des entreprises de coin de rue au mieux du mieux pour la France. Donc, c'était des petites entreprises. Aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur avec très peu de moyens peut créer une entreprise mondiale ou devenir numéro 1 mondial de son activité, parce que les activités sont pas industrielles. On n'a plus besoin de créer des usines, donc les investissements sont moins lourds. Donc, je pense que la porte de l'entrepreneuriat est beaucoup plus ouverte. Et d'ailleurs, on a beaucoup plus d'entrepreneurs qu'il y a 40 ans, et c'est une bonne nouvelle. Donc, quand on part comme ça, j'irai vers l'entrepreneuriat. Il y a pas de limite d'âge. Je vois souvent des gens qui me disent non mais je vais terminer mes études ou d'abord je vais avoir une expérience professionnelle. Je vais pas dire que c'est une erreur parce que chacun choisit sa vie. Puis être entrepreneur, ça marche pour certains et ça marche pas pour d'autres. Mais le fait de commencer le plus tôt possible,
avec les moins de barrières, parce que quand on va vieillir, on va se mettre en couple, on va avoir des enfants, on va avoir un job potentiellement bien rémunéré, on va commencer à avoir une vie pépère. C'est beaucoup plus dur d'être entrepreneur à 25, 30, 35 ou 40 ans qu'à 18 ans ou à 17 ans ou à 19 ans. Et donc je pense qu'à 20 ans, c'est un âge incroyable pour commencer à être entrepreneur, sans se trouver d'excuses pour ne pas commencer. Souvent les gens se trouvent des excuses. J'ai pas fait ce que je te disais précédemment. J'ai pas terminé mes études. Il faut d'abord que je fasse un job pour mieux connaître une activité, etc. Et je pense que ça, c'est une bêtise. Ce qu'il faut, c'est foncer, potentiellement se planter et recommencer, mais commencer le plus vite possible. Je pense qu'il y a un bon moment, c'est de faire ça en parallèle de ces études scolaires. Je trouve ça incroyable. Notamment quand des gens ont fait des grandes écoles, ils ont fait une maths sup, maths spé ou une prépa HEC, ils arrivent dans une école de commerce ou une école d'ingénieur et ils bossent plus beaucoup. Et c'est le moment incroyable pour, en parallèle de ces études, pour avoir une idée, un projet et se lancer. Je suis complètement d'accord. Et du coup, si tu devais créer une nouvelle boîte à 20 ans, tu irais sur quel domaine? Je sais que tu as investi dans l'agriculture, enfin, tu as lancé une incubateur dans l'agriculture. Est-ce que ça serait dans l'IA, dans la blockchain? Tu irais sur quoi aujourd'hui à 20 ans? Je pense que il y a toutes les. Aujourd'hui, on a des modèles très horizontaux d'intelligence artificielle et secteur par secteur, faut aller créer des produits liés à l'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre. Donc, comment on est capable de trouver ça? La demande, elle est colossale. Le financement, il est aujourd'hui, c'est une bulle, hein, mais c'est du financement plutôt facile. Donc, je pense que j'irai vers cela en essayant de créer. Il y a aussi un autre sujet, c'est que moi, j'aime créer des entreprises qui marchent pour toujours. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de créer une entreprise pour la revendre, c'est de créer une entreprise qui elle-même va générer du profit, payer des dividendes et vivre, j'espère, des siècles et des siècles ou des dizaines et des dizaines d'années avec un entrepreneur qui est à la tête de cette entreprise, va bien gagner sa vie et qui ne va pas la vendre trop vite. Donc je sais que c'est un modèle qui est pas toujours le modèle poussé par les fonds d'investissement qui vont te dire crée une boîte, crée une grosse valeur, trouve un acheteur, comme ça nous on encaisse notre argent, on s'en va. Nous, notre modèle, et on a un modèle équivalent chez Kima, notre truc, c'est d'aider à l'émergence d'entrepreneurs. Tant mieux si ça marche, mais la finalité d'une entreprise, c'est pas d'être vendu. La finalité d'une entreprise, c'est de grandir, grossir, générer du cash, générer du revenu et générer du profit. Et ça, c'est le truc le plus important qu'oublient parfois les entrepreneurs. C'est-à-dire que je vais essayer de créer une boîte et puis tout le monde m'achète cette activité à tant de fois le chiffre d'affaires, mais on s'en moque du chiffre d'affaires. L'intérêt, c'est le profit, comment on génère du profit. Voilà, donc comment on est capable d'aller lancer une boîte qui génère réellement des revenus et réellement du profit. Ça, c'est hyper important parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas. Mais quand tu fais une levée de fonds avec des fonds d'investissement, souvent, tu as une clause à 3, 4, 5 ans. De liquidité. De liquidité. On t'oblige d'aller voir un fonds d'investissement pour revendre ta boîte, même si tu ne le veux pas. Donc, Kima a cette quand même singularité de vouloir pousser l'entrepreneur au-delà de lui mettre une clause à 5 ans. Avant de rentrer dans le Fighters Programme, quelques questions sur Station F. Comment ça t'est venu l'idée? Est-ce que tu es venu sur un voyage à la Silicon Valley, à Londres? À quel moment tu t'es dit j'ai envie de créer quelque chose qui n'existait pas avant et le plus grand incubateur au monde? On part dans une... moi, j'ai plein de copains entrepreneurs qui viennent du monde entier et qui viennent à Paris. Et ils venaient jamais à l'époque. On est dans les années, 2010. Ils viennent à Paris, mais ils viennent à Paris parce que c'est une ville de musée, parce que c'est une ville où le monde entier veut venir. Jamais mais pas pour de la tech, pas pour des entrepreneurs. Et alors ils viennent me voir parce que je suis à peu près le seul mec identifiable qui fait de la tech. Et ils se passent gentiment mon numéro de téléphone, ce qui me permet de les voir. C'est très sympathique. Mais je fais plutôt des télécoms que de la tech. Enfin, le truc est un peu bizarre, quoi, comme ça. Et à un moment, je me suis dit, mais il faut partir. Enfin, il faut être capable de créer quelque chose ou un endroit qui montre qu'on a des entrepreneurs en France. Le mot entrepreneur, il est utilisé dans le monde entier et c'est un mot français. Et dans le monde entier, on utilise ce mot français. Donc il a bien dû se passer quelque chose pour que le monde entier utilise un mot français qui est une langue dans laquelle la part de marché de la langue française elle est assez faible. Donc si on a gardé ce mot-là, c'est bien parce que ça correspond ou c'est lié à quelque chose qui nous caractérise. Donc je pars de ce sujet-là et je me dis il faut un lieu magique, un lieu qui incarne ce que c'est. Et donc on se met à chercher des lieux. Je rencontre Roxane et on se met à chercher des lieux. Et puis il y a cette gare, Station F, il y a cette gare abandonnée. La ville sait pas trop quoi en faire. Pour des raisons politiques, c'est un monument, c'est classé monument historique, mais c'est pour des raisons politiques. Donc c'est compliqué c'est cher, compliqué de le remettre en œuvre. Et puis en parlant avec la ville de Paris, à l'époque Bertrand Delanoë, le maire, qui franchement voit le concept, voit l'idée, trouve ça génial. Et puis après, il y a Anne Hidalgo qui arrive, qui trouve l'idée géniale.
et puis ils vont toujours nous aider, nous pousser. L'État va vouloir nous aider aussi de plein de manières, pas d'argent directement, c'est que de l'argent privé, Station F. Mais avec tous ces éléments-là, et puis donc on va se mettre au travail avec une idée simple, c'est que je veux 1000 startups dans un lieu à Paris unique, et donc créer le lieu où il y a le plus de startups réunies dans un seul et même immeuble, physiquement. C'est ça le concept, c'est ça le pitch. Donc le premier nom, ça s'appelle 1000 startups à la Fraissinet. Roxane me dit ton nom, c'est merde, je le synthétise bien. Et donc elle invente le nom, avec ses équipes, elle invente le nom Station F. F pour Fraissinet, du coup. F pour Fraissinet, pour France, pour Founders, pour Fighters, pour tout ce que tu veux. Okay. Le F, nous avons une liste qui s'adapte. Donc si tu me parles de Fighters, bien sûr, c'est Station Fighters. Ok. Voilà, donc le F, tu l'adaptes à tout ce que tu peux et à tout ce que tu veux. Mais donc on part avec cette idée-là. On arrive, en fait, entre le moment où on commence à s'intéresser à ce sujet-là et le moment où ça ouvre, c'est assez rapide. C'est moins de 5 ans. On a des problèmes. On doit ouvrir en mars ou en avril 2017. On a un énorme dégât des eaux. C'est-à-dire que tout le sous-sol de Station F c'est grand, hein, mais tout le sous-sol de Station F est inondé parce que le jour où Haute-Paris vient nous brancher la canalisation, elle explose. Et donc, on a, je sais pas, 1 mètre d'eau dans les sous-sols 1 mois avant d'ouvrir. Donc, on est recale, etc. Mais donc, ça ouvre un petit peu plus tard. Et puis, ça arrive en même temps que que l'élection de Macron. Donc, avec un président... François Hollande nous a toujours beaucoup aidé. Il a toujours été très moteur sur le sujet. On a juste eu un moment de blague parce qu'un jour, on va le voir avec Roxane pour lui demander ce qu'il en pense. Enfin, on va présenter le projet et on lui dit on va avoir 1000 startups. Et il nous pose une question on s'était jamais posé avec Roxane, c'est est-ce qu'il y a vraiment 1000 startups en France ? Et nous, c'était avec Roxane, j'avais posé la question. Comme quoi, l'optimisme naïf, parfois, ça permet de faire des grandes choses. Parce que si on s'était posé la question, peut-être qu'on aurait répondu non. Et puis, je crois que Roxane, elle a genre 7000 startups qui veulent venir au cours des 6 premiers mois. Donc, le sujet ne se pose pas. Mais il nous pose des questions comme ça. Mais on arrive, en fait, juste après l'élection de Macron, un président jeune qui a une image très pro startup, qui a la gentillesse de venir inaugurer le lieu. Et si tu veux, bien sûr, l'image en France, elle était forte, mais on va se retrouver avec Station F en une du New York Times. Je crois que c'était la première fois qu'on parlait de version américaine, hein, pas la version européenne. Je pense que c'était la première fois dans l'histoire où il y avait une demi-page du New York Times qui était basée sur un truc de tech en France. Enfin, je suppose pas, j'en suis sûr. Ouais. Où il y a peut-être eu pour le Concorde ou je sais pas quoi, ou le TGV il y a très longtemps, je sais pas. Mais voilà, mais donc ça part comme ça, et donc ça sort de nos frontières et ça devient un événement... grâce aux équipes de Station F, grâce qu'elles ont mis en œuvre, parce que c'est derrière, une fois qu'on a l'idée et qu'on a le financement, c'est facile, mais c'est vraiment Roxane et ses équipes qui inventent tout. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça, donc elles le font d'une manière incroyable et elles font que ça marche. Mais donc, on arrive à avoir une image qui est directement une image internationale, qui passe les frontières, qui fait qu'encore aujourd'hui, je sais pas, il doit y avoir 3, 4, 5 délégations par semaine étrangères qui viennent visiter Station F, d'États, de sociétés, d'incubateurs, de gens qui veulent venir voir. Mais donc, on repart avec une idée assez simple chez Station F. On a 3 zones. Une zone où on a tous les services pour les startups, une zone où il y a les startups elles-mêmes, et puis on veut créer un restaurant qui va devenir le plus grand restaurant du monde, la Felicita, et tout ça interconnecté, relié. Et puis avec une idée simple, c'est que bien sûr, on doit créer l'image de la France, on doit créer l'image de Paris, on doit créer l'image de l'Europe, de la France, de Paris, au niveau international. C'est un endroit où on peut entreprendre, c'est un endroit où on a des startups. Et tous les services doivent être inclus à l'intérieur de l'immeuble, parce qu'on a les services, à la fois les services de l'État, à la fois les plus grandes boîtes de tech, voilà, les plus grandes boîtes de tech, il y a tout ce dont on a besoin. Et puis on peut même déjeuner, dîner. Et le truc doit paraître suffisamment fun et agréable pour pousser des gens à créer des entreprises. C'était l'idée de base, hein. Dans le pitch de base, faut que l'endroit il soit tellement, faut que des gens qui passent devant se disent mais j'ai envie d'aller dans ce truc-là, qu'ils arrivent par le restaurant, qu'ils arrivent par une conférence, qu'ils arrivent par un endroit ou par un autre, c'est un traquenard en fait, faut pas le dire, mais c'est un énorme piège. C'est pour ça, tu vois, t'as des entrées de chaque côté. Une fois qu'ils sont dedans, on devrait fermer les portes pour les bloquer jusqu'à ce qu'ils créent une entreprise et que ça marche. Mais donc c'est ça, on repart de ce concept-là, et derrière on va rajouter des concepts. Tu as parlé de flatmed, c'est-à-dire qu'on se dit on a un problème de logement et de coût de logement à Paris, puis Paris est une ville saturée en termes de logement, donc on va construire plusieurs immeubles derrière dans lesquels on va faire du logement accessible, dans lequel on n'a pas besoin de garant. On va recréer autour, on va essayer d'animer le quartier, on va recréer des commerces devant, on continue de construire parce qu'on a un problème, il y a des gens du monde entier qui viennent à Station F
qui peuvent pas se loger directement à proximité, donc on recrée, on a un permis de construire pour eux, pour construire des hôtels à côté, mais essayer de créer un environnement dont la finalité, c'est d'aider cet écosystème d'entrepreneuriat. Au bout, l'initiative, elle est pas faite pour... Oui, alors, au début, il y a des gens qui me disent, il va gagner plein d'argent. Alors, Station F, je sais pas s'ils publient leur bilan, mais tous les ans, ils perdent quelques millions d'euros que l'on compense. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider cet écosystème, de le faire émerger. Nous investissons, qui m'a investi dans quelques startups de Station F, mais c'est encore une fois, il n'y a pas une idée de gagner de l'argent avec ça. L'idée, c'est comment on aide notre écosystème. Et donc, là-dedans, comment l'idée de base, c'est de se dire comment on va faire. C'est pas nous gérer le recrutement de 1000 startups, faire fonctionner 1000 startups. Et donc, on va aller chercher 35 programmes, des programmes différents, qui vont chacun avoir une finalité. Donc, ça peut être un programme sur l'intelligence artificielle, ça peut être un programme sur le sport, sur le luxe, sur les produits de beauté, mais chacun va aller chercher son programme, va créer. Ça peut être lié à des écoles, ça peut être lié à HEC, je crois le plus gros programme de Station F. Exactement. Ça peut être créé à plein de types d'entrepreneurs, et chacun va gérer son programme avec de 15-20 startups à je sais pas, 100 plus. Mais voilà, mais chaque programme a son indépendance, vit sa vie. Alors l'idée, c'était que les start-upers restent très peu de temps, 6 mois. Bon, alors, on dira pas la donc, vérité. Après, voilà, le sujet, c'est que il y a eu des gens qui ont été intelligents, qui ont dit, bah, moi, je fais de l'intelligence artificielle liée avec des jeux vidéo, du sport et du luxe. Et du luxe. Et je fais 4 fois 6 mois, et comme les programmes, ils font plutôt 6 mois, 1 an, en fait, je peux être 4 ans à Station F. C'est le jeu. Mais c'est pas grave. Mais on fait semblant de pas voir, parce qu'on est moi, vous m'avez eu comme ça, c'était avec la Felicita, où encore étudiant, justement. On avait fermé la porte dès que t'étais rentré? On n'a pas fermé la porte, mais là, je vois toutes ces marques. Je vois, il y avait Adidas à l'époque. Je me dis, punaise, c'est là où faut être, quoi. Et je me suis dit, c'est presque trop beau. Il y a un peu comme un musée, un peu comme HEC. Il y a un peu la porte. Je dis, bon, je vais pas, sert à rien. Et un peu de manière, avec un peu d'audace, je tente. Et l'aventure commence comme ça. Donc, c'est vraiment la Felicita. Sur quel programme tu étais? Fighters, direct Fighters. Et donc, voilà. Et pour ceux qui connaissent pas Station F, donc toute la partie chère, donc la première zone où il y a le public, le privé. On va avoir autant du OVH pour les serveurs que du AWS. On peut avoir Apple qui sont là pour nous, Google qui sont là pour nous. Avec plein de perks, c'est ça, c'est le mot qu'ils utilisent, je sais pas comment. Exactement. Bah, tu vas avoir par exemple 100 000 euros de crédit sur les serveurs Amazon ou d'OVH pour te lancer. Donc, de toute façon, ils font pas du social. Le but, c'est que tu restes le plus longtemps ou autre. Mais bon, quand tu commences, tes CRM sont gratuits. Donc, c'est une vraie force. On est à 10 minutes de Bercy. Donc, effectivement, il y a énormément de visites ministérielles ou autres. On peut se dire que c'est juste du show. Mais tu as une chance sur 10, 20, 30 de les rencontrer parce qu'en fonction de leur spécificité, Roxane et ses équipes... Il y a un truc fantastique, c'est que il y a toujours donc des délégations du monde entier. Et donc, on trouve toujours, mais le plus petit pays du monde. On a toujours soit un entrepreneur, soit une start-up liée à ce pays. Donc, un chef d'État de n'importe quel pays du monde. Je me souviens, il y avait eu le président d'Argentine qui était venu, je sais pas, il y a 7-8 ans. On n'a pas de start-up. Ils avaient trouvé, les équipes de Station F avaient trouvé 10 personnes qui étaient liées à l'Argentine, mais il y avait une start-up qui est originaire d'Argentine, et après, je sais pas, 7-8 personnes qui venaient de là-bas. Donc le truc est à chaque fois incroyable. Et quel que soit le thème, il y a toujours on arrive toujours à relier avec des entrepreneurs, et on fait bien sûr les présentations comme ça en marchant. Ouais, exactement. Très classiquement. Mais c'est fou, moi j'ai rencontré le roi de Suède, je crois. La femme du roi d'Arabie Saoudite. Donc, tu rencontres toujours des gens incroyables à Station F et c'est un lieu de dingue. J'ai 2 anecdotes, dont une que tu viens de me piquer sur Hollande, donc je vais rebondir sur la seconde. Alan Turing, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'inventeur du premier ordinateur, on peut le dire comme ça, qui a sauvé des millions de vies, milliers de vies au moins pendant la Seconde Guerre mondiale en décryptant la machine Enigma. Est-ce que c'est un hasard complet qu'on soit au 5 parvis Alan Turing, ou est-ce que c'est toi qui as pu donner ce nom? Non, on était parti. On voulait essayer de trouver des entrepreneurs modernes décédés. Et donc la première idée, c'était de dire, on voulait appeler l'endroit en utilisant le nom de Steve Jobs, en toute transparence. Ok. Et un certain nombre d'élus de la ville de Paris. Ah, il n'a pas aimé. La mairie était d'accord, plein de gens étaient d'accord, mais disons que ça paraissait un peu trop commercial, un peu trop ceci, un peu trop cela. Donc on est reparti sur d'autres choix moins clivants. Mais tu peux regarder autour, il y a plusieurs autres noms de... Voilà, exactement. Mais l'idée de la ville qui a toujours été super supporter du projet, c'était de s'intégrer dans l'écosystème.
Franchement, moi j'entends des gens dire que c'est dur de faire des trucs en France, etc. Alors après, tu peux dire que je suis connecté, je connais des gens, tout ce que tu veux, mais on a eu des aides de l'État d'un bout à l'autre sur le projet Station F, des aides de la ville de Paris d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un problème, ils nous ont aidés. On a eu un soutien incroyable de la mairie du 13e, parce que il y a une gare, elle est utilisée un peu bizarrement, mais on arrive, on fait quand même des travaux pendant un bout de temps, on met un peu le bordel dans le quartier. Et dans l'autre sens, on est même intelligent, parce que le bâtiment coupait le 13e arrondissement, et en fait, on va faire des passages publics, ce qui permet à 2 endroits d'avoir des passages publics. C'est fermé la nuit, mais la journée, c'est des passages publics qui permettent de couper la halle et de plus avoir ce 13e coupé par ce lieu. Et donc, de l'autre côté, dans la construction, ils vont mettre des escaliers. Mais donc, il y a plein d'éléments comme ça qui font que l'idée, c'est de s'intégrer dans le quartier, s'intégrer dans le 13e arrondissement, et d'avancer, de fonctionner, et d'être en liaison avec les gens qui y habitent. Alors au début, quand il y a un restaurant qui marche un peu trop bien et qui font des concerts, ça fait un peu de bruit, donc il faut se recaler, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de s'intégrer dans l'écosystème du 13e, d'avoir envie de faire partie de ce quartier, qui est un quartier incroyable, qu'on adore en tout cas. Bon, génial. Du coup, par rapport à Hollande, donc, pas il rigole quand tu lui dis que tu veux faire Station F, mais il te dit, bon, est-ce que c'est possible? L'entrepreneuriat, c'est énormément lié à la persévérance. Mais du coup, j'ai une question, parce qu'il y a un peu un biais du survivant autour de la persévérance. On n'écoute que ceux qui ont réussi. L'histoire de Blablacar, ils ont mis 10 ans pour réussir. Là, ouais. Les autres sont plus là. Jusqu'où on peut dire, super, t'as été persévérant, jusqu'où tu peux perdre ton temps sur un marché qui n'est pas le bon. Donc tu relis ça à Station F Ouais, l'entrepreneuriat, mais en fait, je repensais... Station F, tu sais, t'es pas un endroit où t'es là pour gagner de l'argent. Donc ton risque de Station F, c'est quoi? C'est que ça soit vide. Donc si ton risque, c'est que ça soit vide, alors on a un engagement moral vis-à-vis de... En fait, le lieu appartient à la SNCF, la ville le rachète à la SNCF, nous le revend le même prix qu'il a acheté à la SNCF, mais il garde tout autour. Donc ils font une bonne affaire. Je dis pas ça pour ça, mais ils font une bonne affaire, ce qui leur permet de construire des logements à loyer sociaux, un loyer modéré, un gymnase. Enfin, ça leur permet de recréer un écosystème autour qui nous sert aussi. Moi, on est content d'avoir des logements, de s'intégrer dans ce truc-là. Donc, si tu veux, le risque, c'est de se retrouver avec un immeuble dans Paris où la destination, où ça ne marche pas comme on l'espérait. Mais dans ce cas-là, la déprime, elle est moins financière que de se dire mince, il n'y a pas autant d'entrepreneurs que je pensais à Paris, et où on n'arrive pas à aider à la création d'entrepreneurs. Donc le truc, il est plus personnel que le plantage. Le plantage là, la finalité, c'est d'aider. Donc la finalité, c'est pas de gagner de l'argent. Donc la finalité de perdre de l'argent, elle est inscrite dès le premier jour, dès la création de Station F. Le truc, c'est que juste l'État voit un truc incroyable, veut participer. Donc, nous, on dit à chaque fois que l'État veut participer financièrement, venez, puisqu'on perd de l'argent. Mais à chaque fois, ça deviendrait des subventions d'État, et ça ne marche pas. Donc la Caisse des dépôts va souvent regarder pour voir comment elle peut investir avec nous, et ne va pas réussir. Mais si tu regardes le jour de la pose de la première pierre avec François Hollande, tu as la Caisse des dépôts partout en énorme, etc. Après, ils ont été sympas jusqu'au bout, mais ils n'ont jamais pu investir parce que c'est un endroit où il n'y avait pas de retour sur l'investissement dans lequel c'était fait. Donc Station F, c'est un sujet, c'est un objet différent. C'est pas un objet entrepreneurial. Après, quand on crée une boîte, je sais pas jusqu'où il faut s'acharner, mais toi, par exemple, ça marchait directement, ou il y a eu un moment où tu t'es dit, est-ce que j'arrête, je continue, c'est ça qui a payé? Tu peux voir deux trucs. J'ai eu de la chance dès le début, mais je vendais des prestations intellectuelles. Tu vois, je faisais des services pour le Minitel, donc c'était, j'avais un client, mais bon, très très vite j'ai commencé à m'adresser au client final, à faire du B2C, et à ce moment-là c'était un petit peu différent, mais ça marchait tout de suite. Mais après, tu vois, je dis toujours ça, je passe mon temps à me planter. Donc je me plante tout le temps, mais ce qui permet de temps en temps, c'est ton théorème, je sais pas comment t'appelles ça, ta fable du survivant. On se souvient des trucs où t'as réussi et pas des trucs où tu t'es planté. Mais je crois que faudrait demander à Jean, mais je crois qu'on a 1300 startups actives dans le portefeuille de Kima. Je ne pense pas que dans un an, les 1300 qui sont là marcheront toujours. On aura investi chez eux, on sera planté un certain nombre de fois, mais les fois où on aura réussi, on citera ou on lira toujours aux trucs qui ont mieux marché. On dira c'est des génies, ils étaient investisseurs, là. Et donc, si tu veux, sur les 1300, j'espère qu'il y en a 100 qui seront des énormes cartons. T'en auras 1200 où, allez, on va être optimiste, on aura 500 qui marcheront, ou 600 qui marcheront moyennement, qui vivront leur vie. Et puis, t'en auras 500, les 500 dernières ou les 600 dernières qui vont se planter et qui vont disparaître.
Les 600 dernières, on va tous les avoir oubliées. Les 500 moyennes, personne ne les regardera. Et les 100 succès, on va dire, t'as vu, ils ont fait ces 100 startups-là, c'est des tueurs. Donc, c'est un peu ton même théorème. Donc, on passe notre temps à créer des choses, à essayer d'aider des personnes à se lancer, à créer. C'est ça qui nous intéresse. Évidemment, on est fiers, on participe à un truc qui marche. Évidemment, on est triste quand ça disparaît. Mais je pense que, en tout cas, mon cerveau, mais je pense que c'est le cas des équipes, efface tous les échecs et se souviennent juste des trucs qui marchent. Mais l'année dernière, tu vois, souvent on racontait, on avait vu le nombre de plantages ou le nombre de trucs énormes, visibles dans lesquels je m'étais planté l'année dernière, dans lesquels on s'était planté l'année dernière. C'est colossal, tu vois, c'est colossal. Mais les gens vont se souvenir des 2-3 trucs que tu as fait qu'on marchait l'année dernière. Quand tu te plantes, tu vas me dire, ça dépend, mais tu te plantes parce que c'était pas le marché, tu te plantes parce que les fondeurs, tu croyais en eux et en fait, ça a éclaté. C'est quoi la première raison d'un plantage? Il y a un truc super important, je pense que l'idée est moins importante que l'énergie du fondateur. Donc si tu veux, les gens t'écrivent toujours, j'ai une idée de fou, je vais tuer la Terre. Sûrement, t'as sûrement une idée de fou. Mais enfin bon, il y a, je sais pas, 100 millions d'êtres humains ou 200 millions d'êtres humains qui tous les jours cherchent la meilleure idée. Moi, je veux bien croire que le monsieur qui me fait le mail, ou la personne qui m'écrit le mail, ou la dame qui me fait le mail, c'est elle qui a trouvé un truc mieux que les centaines de millions d'autres qui cherchent. Statistiquement, c'est assez faible. Donc la différence, elle va se faire, si on veut un tout petit peu sur l'idée, mais sur l'énergie, ou la volonté, ou le focus que l'on est capable de mettre sur une idée. On va rentrer sur une vraie question là, Xavier, que t'aimes bien. Parce que les autres étaient des fausses ? Non, mais c'est là, on va rentrer dans le dur. Question d'intensité en France. On est un peu attristé de ne pas avoir suffisamment de gens bosser. Est-ce qu'ils bossent à la maison? Ça, je ne sais pas. À 9h, il n'y a pas grand monde. À 18h non plus. Et le week-end, j'en parle pas. Nous, quand on commençait, il faut énormément d'intensité au début. Après, évidemment, mais au début, c'est hyper important. On partait de Flatmates et le samedi, on s'entendait en écho dans Station F. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est un problème Station F? J'imagine que non. Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est européen? Est-ce que tout le monde galère à mettre de l'intensité? Pourquoi on n'arrive pas à avoir des entrepreneurs qui arrivent à se buter au taf? La création d'une entreprise, c'est une guerre. Pourquoi? Parce que c'est une guerre où on se bat contre des concurrents, qu'on se bat pour réussir à faire émerger un produit, et que l'on se bat pour avoir des clients. D'accord? Créer le produit, ça nécessite un boulot incroyable. Si on fait un boulot incroyable, on a des clients, mais on vit dans un monde où on est en guerre permanente contre des gens qui sont dans le monde entier. De plus en plus, parce que la plupart des startups qui sont créées aujourd'hui, elles ont une visibilité mondiale. Et en face de nous, la question à se poser, c'est est-ce que je suis dans une compétition avec quelqu'un qui travaille plus que moi ou moins que moi? Est-ce que je suis dans une compétition avec quelqu'un qui est meilleur que moi ou moins bon que moi? Il y a un truc qu'on sait jamais, si l'autre est meilleur ou moins bon que soi. Ce qu'on sait, c'est la seule chose sur laquelle on a un impact, c'est de travailler plus. La capacité de travailler plus, d'être plus focus, d'être plus efficace. Et donc, si tu veux, le lancement, les premières années d'un lancement nécessitent une énergie, un focus colossal, incroyable. Donc, si tu veux, bien évidemment, quand je viens à Station F le soir ou quand je viens à Station F le week-end et que c'est vide, c'est ouvert 24h/24, Station F, et que c'est vide, ça me déprime parce que dans la compétition dans laquelle on est, je ne sais pas si tous les atouts sont mis du côté de celui qui n'est pas en train de bosser. Alors peut-être qu'il bosse de chez lui, peut-être que le monde a changé, mais déjà avant le Covid, il y avait un peu le même sujet. Donc je veux bien croire que c'est ça, mais ça. Maintenant, on vit dans un pays où on est d'une manière générale très privilégié, très protégé. Le modèle social français, il est incroyable. Je suis malade, je vais à l'hôpital, ça me coûte rien. Je suis plutôt bien soigné. Oui, on peut attendre. Oui, ça peut être dur d'avoir un rendez-vous, etc. Mais au bout, on a des meilleurs modèles comme cela en France. On a un modèle dans lequel on est rémunéré, même si on travaille pas, des petits montants, mais c'est le RMI. Le RSA, pardon. On est subventionné et aidé pour créer des entreprises. On a des chômages longs. Donc, on est dans un pays incroyablement protégé. Et cette protection, je ne sais pas si elle a un impact ou pas sur la motivation. Encore une fois, c'est des questions pour chacun et on n'est pas tous faits pour l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, chacun choisit sa vie et on peut être très heureux
très heureux, et le modèle social le permet, chez soi, à regarder la télé, très heureux à créer des entreprises, très heureux à être salarié. L'important, c'est que les gens, c'est que chacun d'entre nous, on soit heureux dans ce que l'on est en train de faire. Ok, j'ai une seconde théorie. Vas-y. J'ai écouté des centaines de podcasts, lu des centaines d'articles sur l'entrepreneuriat. Et j'ai lu un livre qui m'a marqué, c'était Tool of Titan, qui est un résumé de tous les meilleurs dans politique, sport, entrepreneuriat, et sur un peu leur routine et ce qu'ils font. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas vraiment un pattern de réussite. Même si tu as fait des écoles de commerce, tu as plus de chances de réussir que si tu n'en as pas fait. Si tu es 2 founders, tu as plus de chances que si tu es solo founders. Mais pour moi, il y a une variable qui fait que ça marchera toujours. Je me dis que si tu bosses de 7h à 22h, 6 jours sur 7 pendant 3 ans, tu peux pas te planter. Du moins, ta boîte, elle arrivera forcément parce que tu vas tourner le Rubik's Cube suffisamment de fois pour que ça marche. Et j'ai cette théorie-là où je suis à peu près sûr que ça marchera. Est-ce que tu la partages ou pas ? Je suis obligé de te dire que je la partage pour une seule raison, c'est que j'ai envie que les gens soient optimistes. D'accord ? Donc, je veux que les gens croient à ça. Donc, oui, bien sûr, ça marche. Tu peux travailler la même durée, enfin, tu vois, même scolairement, tu peux travailler la même durée et ne pas avoir le même résultat. Donc, des gens peuvent travailler 20 heures par jour et avoir un résultat à qui il suffira à d'autres de 5 heures de travail pour obtenir le même. Mais il y a un facteur, je pense, encore plus important, qui est le facteur de chance. Et c'est là le sujet, c'est que plus on essaye, plus on met la chance de son côté. C'est toute l'idée de Kima. Hein. L'idée de Kima consistait à dire on va investir dans 100 sociétés par an parce qu'on a le droit de se dire que toutes les 1000 sociétés, on a une licorne, ou toutes les 10 000 sociétés, on a une décacorne. Tu vois, peu importe les chiffres, mais c'est une loi statistique. Et c'est une loi de chance. Parce que il y a quelqu'un qui m'écrivait un message ce matin pas sympa en me disant j'étais refusé par Kima, est-ce que tu crois seulement qu'en discutant 10 minutes avec quelqu'un il peut deviner, il peut décider si je suis bon ou mauvais? Non, mais je vais te dire un truc, quand tu as juste une idée, te voir 10 minutes, 1 heure ou 10 heures, je peux pas définir si tu vas réussir ou tu vas pas réussir. Je peux pas, on va juste voir l'énergie de la personne qu'on a en face de soi, et puis on peut se planter, on peut réussir, et on recommence avec un autre fond, et puis on va trouver à la fin. Mais le facteur chance, il est incroyablement important. Et donc, recommencer plusieurs fois augmente les chances. Après, on est bon, on est mauvais, on travaille pas, on travaille. Alors évidemment, si tu travailles, premier élément, si tu es bon et donc efficace dans ton travail, et en plus que tu as de la chance, c'est mieux que si tu travailles pas, t'es pas bon et que t'as pas de chance. C'est statistique. Voilà. Donc, tu as ces paramètres-là, tu prends ces paramètres-là et t'essayes de les mélanger. J'accepte de me tromper, mais je crois pas beaucoup au réseau. Tu vois, les gens souvent me disent, tu comprends, j'ai pas de réseau, je peux pas réussir. Je crois pas à ça. Je pense que le bon produit, il retrouve son marché. Parce qu'on est dans un monde où c'est pas le marketing. Le marketing va aider à pousser ou à mettre en avant un produit. Mais il faut que le produit à la base, il soit bon, et le bouche à oreille est tellement plus puissant que toute campagne marketing que l'on peut faire avec les réseaux sociaux, grâce à la viralité que l'on peut avoir sur son produit, que soudainement le réseau a moins d'importance que tout autre paramètre. Alors, le marketing ne rend pas un produit bon, il le rend connu, c'est surtout ça. Je suis même pas s'il le rend connu. Tu vois, il appuie sur un succès. En fait, tu peux prendre un produit catastrophique. Je sais pas ce qu'on a comme produit qui s'est pris un bide en termes d'image récemment. Si tu essayes de faire du marketing standard sur un produit que tout le monde trouve nul et catastrophique, t'es en game over. Donc tu pourras lui créer de la notoriété, mais la notoriété négative. Après, le marketing peut t'aider à redresser ton image, enfin, tu peux faire des choses comme ça. Donc il peut t'apporter un certain nombre d'atouts. Mais il n'y a rien de plus fort que la viralité, quelle qu'existe. Je sais plus comment ça s'appelle, les petites poupées, là, les trucs, là, boubou, je sais plus quoi. Ce truc est complètement viral. Là, tu vois, c'est complètement, c'est pas marketing. T'as un produit, donc maintenant avec du marketing, ils en améliorent la portée, mais t'as juste une idée qui se crée sur la base d'une viralité. Quand t'as une trend TikTok sur un produit alimentaire et ça devient un produit mondial et que t'as une rupture des noisettes ou je sais pas quoi, pistache, ben voilà, t'as créé une trend et cette trend est devenue mondiale. Tant mieux pour celui qui l'a créée. Là, c'était la pistache, c'est un marché plus général. Mais tu vois, ce type de choses aujourd'hui, tu es dans un monde dans lequel la viralité est bonne. Alors, je suis très B2C dans ce que je te raconte. C'est plus dur et plus complexe dans le B2B.
Mais aujourd'hui, je pense que ce sujet-là est un sujet extrêmement important. On est capable d'avoir une viralité mondiale, ça sera toujours plus important que le réseau, le marketing ou quoi que ce soit. On est beaucoup plus dans le B2B, donc j'ai plus l'habitude de ces réflexes. La notion de chance, c'est un vrai débat dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on a de la chance ou pas? La métaphore que j'utilise, c'est comme si tu devais réussir à trouver une voiture qui s'ouvre. Et si tu essayes d'ouvrir 2 portes de voiture, bah, tu as peu de chance. Par contre, si tu fais tous les boulevards de Paris et que tu vas jusqu'à Limoges, bah, forcément, tu vas en trouver une. Donc, l'intensité t'amène la chance que tu vas avoir derrière. On va pouvoir creuser un peu plus sur le Fighters. C'est quoi pour toi un Fighters? C'est quelqu'un de différent qui a envie de se donner les moyens de sortir d'un chemin tout tracé et qui n'est pas toujours un chemin très heureux. C'est ça le concept. Le concept, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment comment on amène à l'entrepreneuriat des gens qui n'y seraient pas allés naturellement. Je sors de prison, c'est pas naturel d'aller créer une start-up. Ok. Est-ce que Xavier Niel est un fighter? C'était la question que je voulais te poser. J'adorerais te répondre oui, parce que même le terme, il est valorisant. Il y a un côté, ok. Non, mais tu vois, je nais dans une famille moyenne de la banlieue, d'une banlieue populaire de Paris. L'entrepreneuriat n'était pas naturellement pour moi, parce que tu vois, je fais pas j'arrête mes études à 18 ans, donc c'est pas naturellement pour moi, mais je suis pas le fighter, je suis pas le cas le plus typique ou le plus hard potentiel pour le Fighters programme. Est-ce que tu as une belle histoire d'un fighter? Ce serait quoi la plus belle histoire que tu aies depuis 5 toutes ans? les histoires que l'on sur le Fighters, Ouais. c'est toujours celui de notre ami prisonnier parce qu'il a volé beaucoup Ah oui, c'est vrai. de voitures et qu'il a créé un truc de sécurisation de voitures, tu vois. Mais c'est ce type de choses, c'est-à-dire que quand tu utilises ton expérience pas positive dans le cas présent pour réussir à aller créer une activité, tu vois, j'adore l'image de ça, c'est-à-dire que j'utilise ce qui m'a causé des problèmes, dans le cas présent juridiquement, pour rebondir et repartir. Tu avais je sais plus comment ça s'appelle, la start-up, les mamas, je sais plus comment ça s'appelait, qui faisaient de la cuisine, qui étaient partie du Fighters, qui faisaient la cuisine avec des mamas et tout ça, c'était très sympa, voilà. Mais à chaque fois que tu les rencontres, c'est toujours sympa parce que c'est tellement moins classique que les gens qui t'envoient un email. Ouais, toujours. Tu vois, c'est des parcours différents, des idées différentes, et surtout des gens qui ont envie, qui y croient, tu vois, qui ont une énergie différente parce que le chemin est moins naturel. J'ai la chance parfois humblement de pouvoir intervenir sur les Fighters et j'ai fait le programme HEC. Donc je vois la différence de chance que tu as dans la manière de s'exprimer, de s'habiller, de réseau, tu comprends plus les codes. Et parfois je me dis aussi que en étant un gars, une fille de milieu défavorisé en France, tu as quand même 1 milliard de fois plus de chances que si tu étais en Asie du Sud, en Afrique ou autre. Je veux dire, on a quand même plus de chances. Je sais pas ce que tu en penses. T'as la chance d'être en France, tu vois déjà, hein, qui est une chance incroyable, parce que t'es un des pays les plus riches du monde, t'es un pays de gueulards, parce que les Français gueulent tout le temps, mais tu vois, c'est un pays, il a toujours des problèmes structurels, tu vois, tu vois, depuis que je suis né, on m'a toujours dit, cette année, c'est la crise, c'est toujours la crise, tu vois, c'est 40 ans que c'est la crise, donc moi je sais pas si la crise est plus grave aujourd'hui qu'hier ou que demain, tu vois, la France en sortira toujours, parce que c'est un pays incroyable, plein de personnes incroyables, une infrastructure fantastique, etc. Donc tu as la chance de naître ici. Évidemment, donc tu as accès, tout le monde a globalement accès à un ordinateur, tout le monde a globalement accès à un téléphone portable, à un forfait de télécommunication accessible, pas bien cher. sûr. Voilà. Mais donc tu vois, tout le monde accède à tout ça. Donc oui, tu as une chance de démarrage parce que tu nais dans un pays riche. Si tu nais dans un pays pauvre, tu n'as pas le même niveau de chance. Mais moi, je suis né dans ce pays, j'ai la chance d'être né dans ce pays. Le truc, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire à l'endroit où je suis. Et tu vois, je vois que j'ai aujourd'hui une situation de top privilégié. J'ai grandi dans une situation moyenne française, mais comment je peux aider des gens qui étaient moins favorisés que moi, même au moment où je suis né, dans la famille où je suis né. On a demandé quelques questions aux Fighters. Je te propose d'en regarder une allez, 3 et d'y répondre. Ça te va? Ouais. Salut Xavier, c'est Marion de la plateforme GECO, donc du nouveau batch du Fighter Programme. Alors j'aurais aimé savoir, après toutes ces années d'entrepreneuriat, de projets,
tout ce que tu as lancé, tous ces fondeurs que tu accueilles tous les ans sur le campus. Le truc qui me fait vibrer, c'est les télécoms. Je sais que c'est pas sexy du tout. Même encore aujourd'hui. Ah ouais, j'adore. Voilà, donc je suis désolé de ma réponse pas top. Non, mais tu vois, c'est comment t'arrives à avoir un impact sur la société. Donc, bien sûr que je suis incroyablement fier de 42, de Station F. Tu parlais tout à l'heure d'Hectare, de tous les autres projets qu'on peut avoir et qu'on est en train de faire. Mais je me lève le matin en faisant des télécoms, en prenant mon pied dans les télécoms, parce que j'aime faire ça. Tu vois, donc ça fait 40 ans que j'en fais. Je suis pas sûr que j'en ferai encore 40 ans, malheureusement pour moi. Enfin, malheureusement, je sais pas, ou heureusement, peu importe. Mais tu vois, ça, j'adore faire ça. Ça me fait vraiment vibrer. Mais après, j'adore venir voir des jeunes, tu vois, rencontrer des gens qui font des trucs, qui créent des trucs. Je suis toujours super optimiste et je trouve toujours que les gens que j'ai en face de moi, ils sont exceptionnels. Donc, c'est toujours un grand moment de croiser des gens et je suis toujours très content. Mini parenthèse, anecdote, troisième. Est-ce que tu peux expliquer d'où ça vient 42 ? Parce que moi, je viens de Saint-Étienne, j'aimerais que ça soit en lien avec Saint-Étienne, mais je ne crois pas. Est-ce que tu pourrais expliquer ce chiffre ? Ça vient d'un livre de science-fiction qui s'appelle Le Guide du voyageur intergalactique, qui est un livre mythique pour les geeks, et les fondateurs de 42 à l'origine avaient eu l'idée d'appeler l'école avec ce nom, et maintenant je crois qu'il y en a 58 dans le monde d'écoles, et voilà, donc ça marche. Et c'est une école gratuite dans laquelle on forme des gens au code informatique, mais on les forme d'une telle manière que, en fait, ce que je pense, c'est que avec l'IA, on va avoir besoin de codeurs qui soient très très bons. Et l'idée de 42, c'est de former des codeurs qui aient un niveau incroyable. Avant de passer à la deuxième question, quand je t'écoute, on se pose la question, on se dit pourquoi Xavier fait autant de choses dans le social ? Qu'est-ce qui t'anime ? On parle de 42 qui est gratuit, on va reciter Flatmate, on va reciter... je vais pas dire qu'il y a que toi qui fais ça parmi les entrepreneurs qui ont réussi, mais en vrai, j'en connais pas des tonnes. Qu'est-ce qui fait que toi, c'est un sujet ? Déjà, j'ai eu la chance de réussir, tu vois, financièrement bien. Deuxième élément, moi, je viens d'une famille normale, donc tu vois, j'ai connu un monde incroyablement riche et un monde incroyablement normal. Donc tu vois, je vois les différences entre ces mondes. Et donc derrière, j'ai envie d'aider. Et c'est bien d'accumuler des fortunes incroyables, mais au bout, qu'est-ce qu'on est capable d'en faire ? Oui, j'ai une très belle vie, mais au-delà de ça, quelles sont les initiatives qui me tiennent à cœur, je peux mettre en œuvre. Voilà. Okay. Donc c'est toujours cette idée-là. Qu'est-ce que je suis capable de faire qui soit lié à quelque chose qui me plaise. C'est la transmission au fond. Ouais, je sais pas si la transmission, c'est plutôt d'aider l'autre, parce que la transmission, tu vois, c'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'on est capable de faire qui aide l'autre. Ok. Deuxième ? Vas-y. Salut Xavier, petite question qui me trottine depuis des années. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer le niveau de l'éducation en France ? Quelles sont tes solutions en plus de créer des entreprises pour les concessions ? Merci. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Je me suis manipulé. Et derrière, tu avais le logo, donc je regardais le logo qu'elle me donnait. Comment on peut améliorer l'éducation ? Ouais, non, je sais bien. Comment tu... je sais pas, peut-être en la rendant plus pratique. Mais tu vois... peut-être en la rendant plus pratique, je pense qu'on a besoin de gens avec des diplômes sur des sujets donnés pour devenir entrepreneur. C'est un des rares métiers où on n'a pas vraiment besoin d'avoir fait des grandes études. Donc je vais faire gaffe à ce que je dis, parce qu'il y a des amis d'HEC qui vont m'engueuler, qui ont un super master avec entrepreneuriat, etc. Ouais. Et je vais me faire disputer, et tant mieux si certains le font. Mais c'est quelque chose qui, je pense, souvent s'apprend. On peut avoir des bons réflexes, je rattrape mon coup. On peut apprendre des bons réflexes, mais c'est quelque chose qui s'apprend par la pratique. C'est-à-dire, je pratique, je me plante, je recommence, je tombe, je me relève, et j'avance comme ça. Il n'y a pas une recette unique. On les a vus tout à l'heure. C'est le focus, être bon et avoir de la chance. Donc c'est super, mais tu vois, je sais pas dans quelle mesure tu es capable d'améliorer l'éducation à des fins pour l'entrepreneuriat. Après, on est dans un monde dans lequel on a des personnes, des ados qui, au bout de 20 secondes sur une vidéo TikTok, en ont généralement marre. Évidemment, si on les met dans un cours de maths sup ou maths spé avec 8 heures de cours d'affilée, ça marche pas pour tout le monde. Voilà, ça marche pas pour tout le monde. Donc, comment on est capable d'améliorer ça ? Je
pense qu'on est dans un monde dans lequel le savoir par cœur est de moins en moins important et le traitement de l'information et l'apprentissage du traitement de l'information devient de plus en plus important. Mais si tu veux, quand on crée 42, c'est une école qui marche en peer-to-peer learning, c'est-à-dire que il n'y a pas de prof, les personnes apprennent entre elles à coder, c'est un langage, mais on a appris à parler avec nos parents, nos frères et sœurs, nos copains quand on était bébés sans prof. Donc ça marche, hein. Ce type de choses, c'est un moyen d'apprentissage. Ça marche pour le code, parce que c'est une forme de langage. Je ne sais pas si ça marche pour autre chose. Je ne sais pas le tester pour autre chose. Je sais que ça marche pour le code. J'ai appris comme ça. J'ai appris tout seul à coder avec mon ordinateur. Il n'y avait pas Internet qui existait, mais tu vois, j'ai appris comme ça à coder. Donc je sais que ça marche comme ça. Et que ça peut marcher comme ça, sans cours formel. Je ne sais pas si c'est adaptable ou adapté à d'autres apprentissages. Probablement des apprentissages pratiques. Maintenant, est-ce que j'ai envie que le chirurgien qui va m'opérer, il ait appris que sur la pratique ? Je suis pas sûr, mais peut-être, je sais pas, c'est peut-être mieux. Mais tu vois, je sais pas si c'est adaptable ou adapté à toute forme de métier ou d'activité. Troisième vidéo. Allez. La dernière. Salut Xavier, c'est Ahmad de Maestro LMS. Alors tout d'abord, merci d'avoir eu une sacrée envie de foutre le bordel. Et enfin, ma question, c'est le Fighter Programme, tu l'as pensé pour former des élites ou pour révéler des talents invisibles? Pas pour former des élites, voilà, mais certainement pour pour rendre visibles pour pousser des talents à exister. Je crois que toute personne à qui tu donnes une chance, à qui tu fais confiance, peut devenir un énorme talent. J'ai toujours été surpris à quel point, quand dans une société, tu prenais quelqu'un de jeune, de dynamique, d'à peu près bien construit intellectuellement, et que tu lui disais que t'es un génie, cette personne devienne un génie. Et ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu trouves quelqu'un, que tu le reconnais, que tu lui dis, mais t'es incroyable, en plus parce que tu le penses sincèrement, mais il devient un génie. Et là, à l'inverse, quelqu'un que tu vas mettre dans un truc métro, boulot, dodo, je sais pas si on dit toujours ce type d'expression aujourd'hui, mais tu vois, un truc complètement fermé comme ça, il émergera jamais comme un génie. Et pourtant, c'est la même personne. Tu lui as fait confiance, tu lui as donné les moyens, la reconnaissance, et il va émerger, l'autre va pas émerger. Donc, je pense que c'est une des idées du fighter, c'est-à-dire comment on est capable de dire à tout le monde, en fait, on est tous géniaux, quoi. On a tous un talent, on a tous un savoir-faire, un truc caché. On est tous les mêmes, on n'est pas tous incroyablement différents. Écoute, on va t'aider, on va te donner 2-3 petites recettes, on va t'accompagner, et peut-être que tu vas comprendre que t'es vraiment un génie, et puis à partir du moment où on pense qu'on est un génie, c'est différent. Je pense que si Elon Musk, au fond de lui, il pense pas qu'il est un génie, il est pas aussi bon. Il a besoin de croire au fond de lui que c'est un génie. Je sais pas si c'est un génie, mais au fond de lui, il a besoin de le croire, et en le croyant, il donne, il agit en l'étant. Alors ça, il peut faire des conneries, il peut faire des trucs, mais il va agir en le croyant. Et je pense que ça, c'est hyper important. J'allais te poser la question, du coup, si tu as un conseil à donner à un fighters qui nous écoute, au-delà de lui dire que c'est un génie. Être optimiste, de croire que ça va marcher. Tu sais, il y a un truc très très dur, c'est quand quelqu'un te dit, tu vois quelqu'un, il te présente ce qu'il est en train de faire, il dit, je suis pas sûr que ça va marcher, ça va être dur. Tu dis, ça peut, tu vois, si même toi, tu as un doute, je préfère l'optimisme. Tu sais, je dis toujours ça, mais je crois que j'ai réussi, je m'en suis pas mal sorti professionnellement parce que je suis pas intelligent. Les gens me regardent quand je leur dis ça. Donc tout à l'heure, il nous a dit que c'était un gros loser. Maintenant, il me dit qu'il n'est pas intelligent. Mais je pense que c'est super important parce que si tu es intelligent, tu te poses trop de questions. Et quand tu te poses trop de questions, tu fais plus rien. Tu vois, je parlais cette semaine avec un garçon qui a fait Polytechnique, qui est en train de partir pour faire... il avait Louis le Grand en Polytechnique, il est en train de partir à UCL en Angleterre. Et il me dit, je veux devenir entrepreneur. Ok, super. Mais il me dit, mais d'abord, il faut que je fasse UCL. Et puis après, il faut que j'aille travailler, etc. Et si tu veux... oui, réfléchis trop. Parce qu'il est trop intelligent et que si globalement j'ai envie de me dire maintenant je vais créer une boîte de fabrication de gants de boxe, soit je me lance et j'en fabrique et je fonce, puis je prends les problèmes et c'est pas grave, mais bon j'ai une chance de réussir, soit je commence à faire une étude de marché, à me gratter la tête, à dire ouais mais bon il y a un marché, il y en a un qui est archi dominant, enfin tu vois, à te poser trop de questions, je vois pas comment t'arrives à émerger. Et donc je pense que les gens trop intelligents, c'est super dur de devenir des très très bons entrepreneurs.
Donc bien sûr, quand t'as réussi, t'as envie, la terre entière va te dire que t'es un génie, que t'es très intelligent, c'est naturel parce que tu vois, c'est ce que c'est ton Bien sûr, de tout à l'heure, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, t'es devenu intelligent parce que t'as réussi et non pas t'as réussi parce que t'es intelligent. C'est dans le sens. Et si tu t'es planté, t'es complètement con, tu vois, c'est la contrepartie du truc. Donc le truc marche comme ça, mais si tu te mets à trop réfléchir, tu ne peux pas être optimiste, tu peux pas créer des grandes choses. Donc franchement, c'est toujours le conseil. Foncez, quoi. Foncez, faites des conneries et lancez-vous. Commencez, ça marchera pas cette fois-là, ça marcherait l'après, mais essayez. Lancez-vous et soyez optimiste. Ouais. Pour toi, je sais pas trop. c'est quoi si un Fighters avait une force un peu cachée, moi, on est un peu différents quand on est Fighters. C'est quoi leur force que tu leur trouves et qu'on va pas retrouver chez des gars qui ont fait justement l'X? S'ils ont l'optimisme que l'on a vu précédemment, en général, ils ont eu une vie heurtée et en fait, ils ont déjà galéré. Et donc, le premier problème ou la réaction face au premier problème, c'est une réaction plus efficace parce qu'ils ont déjà vécu des problèmes dans leur vie. Et le problème entrepreneurial qu'ils peuvent avoir, en général, il est plus petit que les problèmes qu'ils ont eu dans leur vie. Et je pense que ça, c'est la vraie chance, tu vois, du Fighters. C'est de se dire, j'arrive, et franchement, il y a une merde, il y a une merde. Mais c'est pas très grave, quoi. T'as le cuir épais, quoi. Ouais, puis je vais pas mal dormir parce que j'ai eu un problème. Tu vois, vu les problèmes que j'ai eus, tu vois, si on reprend notre exemple tout à l'heure du mec qui est en prison parce qu'il a volé des voitures, entre son problème de son jugement, son incarcération et le problème qu'il a raté un contrat aujourd'hui, c'est tant mieux s'il prend ça comme quelque chose de très grave, mais il sait relativiser. J'en avais un en tête, je vais savoir avant ton avis. Pour moi, c'est l'audace. Parce que je remarque ça a posteriori, 3, 4, 5 ans après nos débuts. C'est que vu que t'as pas les mêmes codes sociaux, tu sais pas comment ça se passe dans une entreprise quand t'es fighter, tu sais pas comment parler au PDG de Total ou un autre, tu vas beaucoup plus tenter. T'es beaucoup moins timide. Et je trouve que c'est une vraie force cachée des gens qui sont fighters, c'est qu'ils osent beaucoup plus. Souvent, tu parles de ligne grise, je crois. Jaune, ligne jaune. Il faut mordre, mais pas dépasser. Est-ce que, justement, une personne du Fighters aura pas plus de facilité à surfer parce que t'as moins de choses à perdre, t'as pas le regard des parents, plutôt que le gars, justement, encore une fois, qui a fait top école et qui fait très attention? Écoute, tu dis quelque chose de juste, tu vois, c'est que plus tu vas tenter, plus t'as de chances de réussir, que ce soit dans le temps, on parlait d'un pipe, tu vois, et puis ton pourcentage de réussite de ton pipe, je pense que ces concepts existent toujours. Mais tu vois, c'est plus tu vas essayer, plus tu vas avoir et donc moins tu vas être timide et plus tu vas avoir de l'audace pour y aller, mieux c'est. Plus tu es toi-même, si ça marche, c'est grâce à toi, si ça plante, c'est de ta faute, mais tu vois, à appliquer des recettes toutes faites, ça doit marcher, hein. J'ai pas de doute qu'on peut apprendre et qu'on peut s'améliorer, mais je suis pas sûr qu'au bout, t'arrives à masquer que t'es pas sympa quand tu as un contact, t'arrives à masquer complètement ta timidité ou que t'arrives à masquer ces choses-là. Donc, je relie l'audace à l'optimisme. C'est-à-dire de se dire, je risque rien, quoi. Ça va marcher même. Tu vois, j'y vais, de toute manière, ça va marcher. Et tu vois, je relie les deux en me disant, j'y vais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Et encore une fois, si je réfléchis, est-ce que je vais le faire? Non. Je peux pas aller déranger ce monsieur, il est important, je risque de me planter, etc. Ouais, j'y vais pas. T'as moins peur de l'échec, effectivement. Flatmates, 42. Et donc, puisque l'échec est là, tu vois, quand je teste quelque chose, j'ai deux hypothèses, l'échec ou le succès. Donc, moins j'ai peur de l'échec, ou plus je suis prêt à prendre des échecs, plus j'ai de chances de succès. Flatmates 42, Station F, Kima, est-ce qu'il y a une autre partie du maillon qui Hectare, manque? tu vois, c'est une autre forme d'entrepreneuriat, pareil, c'est des formes associatives, c'est de se dire comment on aide à avoir des jeunes qui aillent vers l'agriculture, parce que c'est nécessaire d'être capable de produire ici, en France, ce que l'on consomme tous les jours. Est-ce qu'il y a un prochain investissement que tu aimerais faire un peu dans le même style Ce qu'on fait avec QTI, avec Eric Schmidt et Rodolphe Saadé, dans lequel, tu vois, on a envie que les plus grands talents de l'intelligence artificielle restent ici, en faisant un labo, pareil, encore un labo non-profit, un labo dont la finalité, c'est de garder ses talents, de réaliser des modèles open source, en faisant le pari ou en ayant la volonté que nos enfants, que nos proches, à l'avenir, ne se reposeront pas sur des modèles qui n'ont pas été créés en Europe avec nos fonctionnements, nos règles, nos particularités.
Il y a toute une génération d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui se forment beaucoup sur YouTube. Sur YouTube, on va avoir des apprentis entrepreneurs, des info-entrepreneurs qui vont vous raconter comment avoir une bonne routine, se lever très tôt, respirer, faire du yoga, work-life balance. Qu'est-ce que t'en penses? Work-life balance. Ouais, alors ça, c'est quoi, ça? Si tu en parles à Jean, il va rigoler. C'est work balance. Ça va pas Ouais. du tout. Exactement, et work-life balance. Et ce qui me fait sourire, mais au-delà. Tu sais, quand je dis ça, je me prends quand c'est diffusé, je me prends des emails d'insultes. Tu comprends rien à la vie et tout. Je me fais défoncer la tête. Et Roxane, elle me dit arrête de dire ça. Roxane, elle s'occupe de ça, elle me dit arrête de dire ça. Je te relance là-dessus. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il en faut? Est-ce que toi, tu as des routines? Est-ce que tu en avais avant et tu n'en as plus maintenant? Mais tu vois, je suis pas sûr de ma routine, tu vois. C'est après, je pense qu'on a chacun notre rythme. C'est très bien si des gens pensent qu'ils sont capables d'amener quelque chose à d'autres et que ces autres les reçoivent. Je suis ravi pour tu vois, pour eux ou pour elles. Je sais pas si tu es capable de, je sais pas s'il y a une règle absolue de fonctionnement, routine, tu vois. Moi, j'aime bien faire des mails, c'est pratique, je trouve ça efficace, mais d'autres personnes vont me dire que c'est complètement inefficace. On a chacun nos trucs et nos petits trucs de fonctionnement. Il y a un gros mythe autour de Xavier Niel, c'est qu'il répond à tous ses mails. On te le répète à chaque fois. Mais sincèrement, comment tu fais? T'en reçois combien? Je fais que ça, en fait. Non, mais t'en reçois combien? Est-ce que t'as un Je suis pas dans le temps, on disait 2000, je compte pas. Mais tu vois, je triche quand je dis ça parce que déjà, t'as plein de mails qui sont des stats de toutes nos activités. Donc, je reçois tout. J'aime bien la data. Donc, j'ai plein toute la journée des mails de data. Donc, et puis, en fait, mon œil est habitué quand il y a un chiffre, tu vois, ton œil toute la journée, sur chaque mail, il est habitué sur le chiffre de data. Tu vois, on a 3 fois par jour les chiffres de recrutement. Donc, mon œil, si mon, je sais plus, je crois que c'est 13h48, mon mail de 13h48, les recrutements, je rentre de déjeuner, mon mail de 13h48 de recrutement. 3 fois par jour. J'ai le matin, le midi et le soir, et minuit. Mais voilà, tu vois, et je peux pas dormir sans regarder mes stats, Je suis pas bien si j'ai pas regardé mes stats. Quand j'ai un décalage horaire, je suis pas bien. Recrutement abonné free, hein. Ouais, mais depuis d'autres activités comme ça. Mais tu vois, j'aime bien d'avoir toutes mes KPI tout le temps, les connaître et de se dire, mince, on a un problème, d'emmerder tout le monde, il y a eu un problème, on a un bug, pourquoi ça marche pas, pourquoi ma moyenne a baissé, voilà. Donc on a des chiffres tout le temps. Et puis parce que en fait t'as tes très vieux chiffres, donc j'ai mes très vieux chiffres, tu vois, avec des trucs qui datent d'il y a 25 ans pour free, qui sont les premiers chiffres que j'ai, mais j'ai toujours mes petites routines de ces premiers chiffres. Mais dans le même temps, ils créent des nouveaux produits. Donc en fait, c'est devenu les chiffres de free. Je dois avoir, je sais pas, 15 emails par jour de chiffres de KPI, toute la journée d'abonnement. Parce qu'ils m'ont rajouté des routines. Puis je leur dis, mais laissez-moi l'ancienne. Et donc, bien sûr, tu as toujours des chiffres un petit peu différents. Et tu dis lesquels sont bons. Je ne sais pas lesquels sont bons, mais tu vois toujours les tendances. Incroyable. J'ai l'impression d'être débordé. Et quand tu me dis ça, je me dis. Oui, enfin, ça prend 20 secondes par jour. Hein. Tu sais, c'est ton œil, il est habitué à voir les anomalies. Les jours fériés, les samedis, les dimanches. Mais tu vois, j'ai mes référentiels de recrutement le samedi ou le dimanche que je connais vraiment bien par cœur parce qu'ils sont plus réguliers. Et tu vois, je vois un samedi ou un dimanche, je vois pas bon. Et justement, parce que on est sur un sujet, mais puisque c'est régulier, à quoi bon est-ce que je me dis Non, parce que ça bouge. Ok. Tu vois, ça peut bouger de 200, 300. Je dis, bon, ça, c'est pas bon. Alors, oui, mais parce que c'est le début des vacances scolaires, donc c'est normal que c'est baissé, ou c'est la rentrée scolaire, c'est normal que ce soit beaucoup plus haut, tu vois. Incroyable. Quelques questions rapides, un peu décorrélées du Fighters. Ton avis sur le télétravail, si tu avais une nouvelle boîte, 20 ans, tu construis ton équipe, tu serais full TT, tu serais partiel, tu serais full physique? Alors, je mets un premier biais, c'est que je suis pas tout jeune. Donc, si tu veux, moi, j'ai connu le travail physique. Donc, j'ai un doute que tu puisses créer une entreprise significative en télétravail. Maintenant, je suis sûr qu'on peut trouver des exemples. Donc, encore une fois, c'est mon avis, mais ça veut pas dire que j'ai raison. Je parlais avec le fondateur de WhatsApp qui me disait on était 10 dans un bureau. Franchement, on n'aurait pas fait comme ça, on n'aurait jamais créé WhatsApp. C'était impossible de créer WhatsApp. Et quand il y en a un qui partait à 9h le soir ou à 10h, on dit mais tu pars en vacances? Et on se mettait tous une pression pour développer et faire marcher et faire cartonner le produit. Et les fondateurs de WhatsApp, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable en étant 10, en étant super efficace. Et donc, je crois à cette émulation, tout au moins au lancement, où on est enfermés ensemble, à se dire, OK, on a 1 an devant nous, 2 ans devant nous, et on fait un truc incroyable. Donc, je crois au présentiel, au moins sur la création d'entreprise. Après, il y a des métiers
plus simple dans lequel on peut travailler à distance. Travailler à distance, souvent, ce qui me fait peur, c'est que ça puisse occasionner des distractions et que ces distractions fassent sortir de l'intensité qu'on est capable d'avoir. On revient sur Fighters. Ça serait quoi ton rêve dans 5 ans sur le Fighters Programme? Est-ce qu'il y a un chiffre? Est-ce que Moi, ce que j'aime, mais encore une fois, tu vas me dire que c'est très financier ou commercial. J'adorerais qu'on ait des licornes, des décacornes, même sans être associé chez eux. Tu vois, vraiment. Je vais te le faire d'une autre manière. Je pense qu'on a besoin d'exemples d'entrepreneurs différents. Ok, j'adore. Ça me fait très plaisir quand on me dit tu es l'image de l'entrepreneur. Comme ça, bien sûr que ça me flatte. C'est bon pour mon ego, mais je pense que c'est pas bon pour l'écosystème. On a besoin de gens qui aient ton âge, qui aient 30 berges et 30 ans et qui réussissent et qui cartonnent. Et juste pour dire aux autres, c'est possible, regardez, c'est possible. Et donc, mon rêve, c'est qu'on arrive à émerger des énormes succès du Fighters. Simplement pour pousser d'autres à aller vers l'entrepreneuriat. C'est ça que j'aime. C'est que d'autres se disent, mais s'il a réussi, lui, ben moi aussi, je peux. Tu vois, c'est vraiment ça c'est ça le maître étalon du succès du Fighters. Ok. Justement, j'essaie de me battre contre les stats souvent. Après, les stats sont les stats, mais tu te bats contre les stats. On a fait notre série A, t'as du hardware, donc déjà t'as 0,01% de le faire. First time entrepreneur, t'as 0,01, sans les gros diplômes. Donc je me bats contre les stats, mais force est de constater que si vous tapez les 20 scale-up les plus grandes en France, vous regardez les écoles, toujours les mêmes. Et je me dis, bon, punaise, qu'est-ce qui manque, quoi? Est-ce que c'est une question de temps sur le Fighters Programme? Est-ce qu'on doit mettre de l'intensité? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est juste une question de chiffres aussi? Parce que d'un côté, encore une fois, les mecs qui ont fait les gros scale-up, il y a un nombre de startups qui ont tenté, donc forcément à la fin ça. Moi je crois à ça. C'est le volume. Ouais, je pense que tu as un sujet de volume. Tu as potentiellement un problème. Je crois. Tout souvent les gens disent en France on n'est pas financé, etc. Je crois pas à cette théorie. Je pense que tu es financé en France aussi bien que dans tous les grands pays. L'investisseur lui veut un retour sur son investissement. Et investir en France, c'est souvent un petit peu moins cher en termes de valo que dans d'autres pays ou d'autres écosystèmes. Donc je pense que c'est plutôt une chance pour lui, tu vois, de partir dans ce sens-là. Donc je ne crois pas au problème de financement d'une manière globale. Maintenant, si tu as un fonds d'investissement français, tu es plus stressé à financer. T'es moins stressé, on va le faire dans le sens, à financer quelqu'un qui a fait une grande école. Parce que tu te feras pas engueuler. Tu vois, le directeur informatique qui va acheter des ordinateurs chez, je sais pas quoi, IBM dans le temps, Dell aujourd'hui, il se fera pas engueuler si le Dell plante. Par contre, s'il va tester la petite nouvelle marque du coin qu'on n'a jamais entendu parler et que l'ordinateur plante, il va perdre son job et il va se faire allumer la tête. Donc, je crois à ça, sur une forme de réflexe comme ça. Maintenant, l'investisseur, il cherche un retour sur son investissement. Si l'entrepreneur qu'il a en face de lui démontre qu'il y a un truc qui va marcher parce qu'il a une belle énergie, parce qu'il a envie de réussir, parce que les premiers chiffres qui sont là est bon, parce que le produit qui monte, il est bon, je pense que c'est une barrière qui se passe. Mini format, sous-côté, sur-côté. Je te dis au hasard, pas au hasard, mais quelques bullet points et tu me dis sur-côté, sous-côté. ChatGPT. C'est bien coté quand même. Ton truc, c'est sur la valeur de l'entreprise ? Non, ce côté... Ou le produit ? Sur le produit, ouais. Écoute, quand t'en fais un usage basique, je trouve que souvent t'as des sujets, mais je partage souvent, mais tu peux pré-rentrer des prompts automatiques. T'as un onglet personnalisation, surtout la plupart des LLM. Et alors moi, j'ai un truc de personnalisation, c'est tu n'as pas le droit de pas me sourcer ce que tu me dis, tu n'as pas le droit de mentir, tu n'as pas le droit d'inventer. Mon truc, il est super violent, super violent. Et les gens me disent envoie-le-moi. Donc je le partage régulièrement. Le truc, je veux que tu me sources. Tu peux pas m'afficher un truc sans me sourcer. Voilà. Donc j'aime ce genre de sujet-là. Je pense que c'est une attaque directe sur les moteurs de recherche. Il y a une étude du MIT. Alors, c'est sur 59 personnes qui date de juin dernier, qui montre que, en fait, les gens qui utilisent ce type de choses perdent énormément de capacité intellectuelle. Ça, c'est le truc qui me stresse. Je me dis, merde, donc ça me stresse. Tu vois, j'utilise le chat Mistral et je vais réduire ma masse de cerveau. Ça me stresse. Mais je l'utilise toute la journée pour moi. Tu vois, c'est un outil, c'est un outil
J'utilise toujours Google, mais tu vois, c'est un outil complémentaire de l'usage de Google pour moi. Donc, en valorisation, je suis un micro-actionnaire dans un coin, je vais pas dire de mal. Je trouve la nouvelle valorisation annoncée ces dernières heures très très bien. Et je trouve que c'est des produits exceptionnels quand on arrive à les utiliser, quand on arrive à bien les utiliser. Un peu en lien, le potentiel global de l'IA. Tu parlais de bulle tout à l'heure. Assez classique comme question, mais... Tu vois, m'ennuie le mot intelligence artificielle parce que c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus scientifique que magique. L'intelligence artificielle, t'as l'impression d'un truc magique, Ouais. donc c'est très logique. Tu parlais de vidéos sur YouTube, allez voir comment marche un LLM. Le LLM comprend absolument pas ChatGPT ou le chat ou celui que tu veux ne comprend jamais ce que tu lui racontes. Il comprend absolument pas. T'es dans des lois statistiques. Donc c'est moins magique que les gens souvent ont l'impression. Voilà. Donc j'aime pas le mot intelligence artificielle. Maintenant, la capacité de traitement intelligente là de données pour aboutir à quelque chose, c'est incroyable. Et là, surtout la puissance les données que l'on a, mais la puissance de calcul que maintenant on est capable de mettre en face, qui permettent de faire des trucs incroyables. Ça, tu vois, dans mes activités professionnelles, c'est chez Free, on a des équipes sur ces sujets qui sont des gens franchement incroyables. Et ils te sortent en 2 jours des trucs où il y a 10 ans, t'aurais mis un an et t'étais pas sûr que ça marche. Je suis ultra positif au quotidien, optimiste, mais j'ai du mal à l'être sur le long terme, notamment avec l'IA et les smartphones. Tu parlais justement de perdre des points, mais on se rend bien compte au quotidien, on demande de réfléchir pour nous. Je crois que les jeunes, sans faire le boomer, maintenant c'est 6 heures sur le téléphone, des réseaux de dopamine à la seconde dans les jeux vidéo et de partout. Et je me dis, comment ils vont faire dans 20-25 ans, quand ils seront habitués à plus réfléchir et à voir. Est-ce que je suis un boomer? Est-ce que t'es positif? Complet, t'es un vieux con, je te le dis tout de suite. Merci Xavier, ravi. Non, mais je te dis cash, tu vois, il y a 40 ans, en disant les enfants regardent maintenant 3 heures la télé par jour, 4 heures la télé par jour, c'est une génération morte. Tu vois, c'était toujours mieux avant. Moi, je crois que le monde de demain, il sera plus beau que le monde d'aujourd'hui. Oui, évidemment, t'as les petits problèmes du quotidien, t'as des guerres, t'as des instabilités politiques, des instabilités sociétales, t'as de la misère, t'as tout ce que tu veux, mais je pense que le monde de demain, il sera plus beau que le monde d'aujourd'hui. Parce que si tu ne crois pas que le monde de demain, il sera plus beau que le monde d'aujourd'hui, tu rentres à la maison, tu passes 6 heures sur ton smartphone et t'attends que ça passe, ou alors on va pas pousser au suicide, tu vois, mais tu peux pas vivre dans un monde dans lequel tu dis que demain, c'est pas plus beau qu'aujourd'hui. Tu vois, si tu te dis demain, ça va être une catastrophe, tu peux pas avoir d'enfant, enfin, tu vois, Bien sûr. tu peux pas vivre avec tout ça. Donc, t'es obligé, tu peux faire un constat froid en disant c'est complexe, mais t'as l'obligation d'être complètement optimiste, parce que sinon, je ne sais pas ce que tu peux faire. Donc, je pense toujours que demain sera plus beau qu'aujourd'hui. Et ça a toujours été une chance dans ma vie, parce que ça permettait de faire des choses. Tu vois, si je me dis, la France est morte, tu vois, ce que t'entends tous les jours dans les médias, la France est morte, mais pourquoi on va créer Station F? Ça sert à quoi? Créer des entrepreneurs en France? Mais on est mort, les États-Unis ont gagné. Et moi, je pense l'inverse. Tu vois, je pense objectivement qu'en entrepreneuriat, en s'y mettant tous, on est capable de bouffer les autres écosystèmes. Pourquoi on est capable de bouffer les autres écosystèmes? Parce qu'on a un modèle social plus protecteur, parce qu'on est plus partageur, parce qu'on a une meilleure redistribution, parce qu'on est plus respectueux de notre vie privée, parce qu'on est plus respectueux de ce que l'on est, parce qu'on est plus accueillant de l'autre, pour plein de raisons. Et je pense qu'au bout de ça, c'est un endroit où on peut faire des trucs fantastiques. Alors c'est un cycle, ça peut être mieux, moins bon. Il y a 10 ans, on disait l'énorme problème, c'est le chômage. On avait dit environ 10% de taux de chômeur. Aujourd'hui, on doit être un peu au-dessus de 7. Le chômage a baissé de 3%. Plus personne parle du problème du chômage. Mais il y a 10 ans, on dit la France est morte. 10% de taux de chômeur, on ne pourra jamais s'en sortir. On est en game over. Tu vois, donc, tu peux regarder le sujet d'une manière négative ou de manière optimiste. Et quand tu le regardes d'une manière optimiste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'entrepreneuriat, je trouve qu'en tous les sujets, tu fais des choses mieux, qui fonctionnent mieux et qui marchent. Du coup, mini digression, pardon. Vas-y. Les gens de la tech, souvent, on leur dit oui, apparemment, ils n'utilisent pas leurs propres réseaux sociaux pour leurs enfants. Est-ce que toi, tu serais plutôt du genre à dire, justement, je vais donner un peu les outils tech à mes enfants parce qu'il faut qu'ils soient habitués, ou tu essaies de les préserver? Est-ce qu'il y a un mix, évidemment? Si tu avais un conseil à donner aux jeunes parents qui ont des gamins avec l'IA, la téléphonie? Comme toute chose, il faut pas abuser. Moi, je pense que si tu as des lois, on est en train de faire des lois pour interdire les réseaux sociaux au moins de X années, etc. 16 ans. Ouais, 16 ans. J'ai découvert ce que postait sur Facebook un de mes fils quand il avait 9 ans.
franchement, j'étais déjà très fier parce qu'il écrivait pas que des conneries. Et quand je lui ai dit que j'avais retrouvé ça, il était en panique, il m'a dit ce que j'écrivais. Non, c'était pas mal. Je pense qu'en toute chose, il faut être modéré. Donc plutôt que d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 13 ans, ok, essayons de limiter, mais c'est le rôle des parents, les réseaux sociaux à 1 heure aux enfants. Mais quand tu vas interdire à des enfants de moins de 13 ans d'accéder aux réseaux sociaux, je sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un ado de 12 ans ou de 13 ans aujourd'hui, quoi. Tu vas lui interdire, mais il va réussir. Et il va le faire dans ton dos, et il va le faire de manière cachée. Et donc, on cherche à interdire des choses à des gens qui... Quand tu parles aux gens de chez Apple ou de Samsung et que tu leur dis vos trucs de blocage ou de filtrage pour les mineurs, il y a toujours des bugs. Ils disent, mais t'as 500 millions de gamins qui essayent des heures tous les jours de nous percer d'autres trucs. Comment tu veux qu'ils n'y arrivent pas ? Ouais. C'est pas possible. Et donc, quand tu vas dire à des jeunes, bah maintenant... Jusqu'à présent, tu avais un réseau, à 11 ans, tu parlais à tes potes toute la journée sur un réseau social. Puis là, pour les 2 prochaines années, il y a une loi qui te l'interdit, tu pourras plus y accéder. Je vais te le couper. Mais qui croit qu'ils vont pas y accéder ? Et la manière dont ils vont y accéder d'une manière qui est potentiellement plus dangereuse. Et donc, je pense qu'il faut un contrôle, il faut une limitation, il faut pas être omnibulé par un sujet. Et c'est le rôle des parents, et c'est le rôle de l'éducation des parents. Tu vois, on revient sur le sujet de la télé. La télé, c'était différent, c'était encadré, enfin, tout le monde ne pouvait pas poster, etc. Donc, c'est différent, mais tu vois, c'était pas bon que pour des enfants de regarder 10 heures la télé par jour. Il fallait les limiter. Mais encore une fois, c'est le rôle des parents, c'est pas le rôle du législateur d'aller se mêler de la vie, de notre vie en permanence. C'est notre rôle de parents d'encadrer ce que font nos enfants, de surveiller. Et si on n'est pas des bons parents, bah, c'est à la justice de remplacer les parents si c'est pas des bons parents et qui s'occupent pas bien de leurs enfants. C'est déjà prévu par les textes. Mais je suis toujours gêné par le fait d'interdire ou de bloquer Liberté. des choses qui sont des libertés. Quelles sont tes convictions sur la France que les autres ne veulent pas entendre ? Que c'est un pays incroyable, que les Français sont des gens incroyables, que l'on est un endroit où on gueule tout le temps, ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais qu'au bout, tout va pas si mal. Enfin, tu vois, tu te promènes dans Paris, cette ville, c'est la plus belle ville du monde, tu vois. Et les gens du monde entier veulent venir à Paris, nous on est à Paris et on trouve toujours qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois, cette ville, elle est incroyable. Ce pays, il est incroyable. Ces Français, ils sont incroyables. Donc on ne veut pas voir ce que l'on est vraiment, parce que c'est dans notre caractère de gueuler, donc on gueule. Pas grave. Du coup, j'allais dire, qu'est-ce qui te met vraiment en colère dans la tech aujourd'hui ? Ce qui rien ne me met en colère, parce que si tu veux, l'écosystème qu'on a aujourd'hui, il est tellement incroyable par rapport à celui que l'on avait il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, donc tu peux pas crier là-dessus, tu vois. Tu as tellement d'entrepreneurs, tu as tellement de personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu commences à avoir tellement de succès, on a tellement, tu vois, de personnes qui font des choses énormes. Tu vois, donc je peux faire mon français et gueuler par principe, donc je dois pouvoir trouver, adhérer des motifs pour protester ou ok, mais je trouve que tu as un écosystème incroyable qui se développe, faut accélérer. Encore une fois, il faut sortir de débats, tu vois, politiques, fiscaux, franco-français, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de foncer, de créer des choses, de s'en saisir, de créer des succès mondiaux. Quand les gens disent, tu comprends, on a que des réseaux sociaux d'origine américaine ou asiatique. Ouais, mais enfin, c'est pas la faute des Américains ou c'est pas la faute des Asiatiques, c'est notre faute à nous, parce qu'on n'a pas été capable de créer des réseaux sociaux. Et c'est à chacun d'entre nous de s'interroger pourquoi on n'a pas réussi à faire ça. Si tu avais une start-up dans laquelle tu n'as pas investi, que vous avez loupé chez Kima ou en perso, ce serait laquelle ? Ah, c'est pas Google, je crois que tu as une histoire avec Google. Si, mais l'histoire elle est publique. En 2000, en fait, on va, fin 99 ou début 2000, on va visiter Google et on va acheter la licence française de Google et on se met pas d'accord et on revient en France. C'était moins dynamique les échanges à l'époque. Et voilà, mais c'est marrant, mais bon, on connaît les fondateurs à ce moment-là, mais. Donc après, c'est facile de dire, on pourrait éditer Google France. Je suis pas sûr que l'histoire, c'est jamais aussi linéaire que ça. Mais, non, ce que. Tu sais, le truc de Kima, c'est d'aider l'écosystème. Donc, bien évidemment, on est content qu'on est actionnaire et que ça marche, et quand on n'est pas là et on est triste que ça marche pas. Mais si tu me laisses le choix, être actionnaire d'une boîte qui cartonne, ou qui est une boîte qui cartonne sans qu'on soit actionnaire, moi, ça me va. Bien sûr, je préfère qu'on soit actionnaire, mais l'autre me fait autant plaisir. Peut-être un tout petit peu moins par ego, mais on est content dans les deux cas, parce qu'on veut que cet écosystème marche, on veut qu'il y ait des entrepreneurs qui soient successful, qui aident cet écosystème, qui se développe. Si on veut avoir
Les startups d'aujourd'hui, c'est les grandes entreprises de demain. Donc, on a besoin de plein de startups aujourd'hui pour avoir des grandes entreprises demain. Hyper clair. J'avais un petit jeu reverse interview. Oula. Lucas a écrit des questions, mais je me dis, je sais pas si tu en as besoin de questions ou si tu as des questions que tu veux me poser. Si tu as des questions que tu voulais me poser. Au cas où, je te le donne. Tu regardes si tu le veux. J'ai le droit de les transformer, non? Tu peux poser les questions que tu veux. C'est pas moi qui alors, les qu'est-ce que écris. c'est QuanFlash? Dis-nous. OneFlash, c'est le premier réseau de batterie portable en libre service. On s'est rendu compte que les téléphones étaient de partout. C'est pas toi que je vais l'apprendre. Et que la seule manière de pouvoir se recharger, c'était de rester assis à côté d'un chien par terre à l'aéroport. Et donc, avec l'émergence du libre service, on a vu les trottinettes, les vélos. On voulait faire pareil avec les batteries finalement, prendre et reposer. Alors, pourquoi ça marche alors que j'ai eu 100 fois des personnes qui m'ont envoyé des pitchs pour me dire voilà ce que je vais faire et que ça n'a pas marché chez eux? C'est quoi la différence? Tout à l'heure, tu l'as dit, il y a l'idée, mais en vrai, l'idée, je pense qu'il y en a plein qui en ont. Si je dois chercher dans mes mails, je dois bien l'avoir une centaine de fois. Hein, tu vois. Ouais, Et si tu demandes à Jean, il a bien dû le voir 200 ou 300 ouais, fois. j'imagine. Donc, je suis tout honoré que vous nous ayez choisi. Je pense que des pitchs dans la restauration, des pitchs dans les vélos, les trottinettes, dans l'IA, il y en a aussi des centaines et des centaines. Et après, c'est une question, je crois, d'exécution, d'intensité. On a fait les mêmes erreurs que les autres au début, sauf qu'on a tourné le Rubik's Cube énormément de fois. On est arrivé sur un modèle B2B très vite, parce qu'en fait, c'est un marché qui existait en Asie. Parce que les Chinois sont passés de la monnaie fiduciaire, donc l'argent liquide, à l'argent sur le téléphone avec WeChat et Alipay. Ce qui fait que là-bas, ils ont inondé de stations gratuitement et c'est payé en € de l'heure. Sauf que les Français n'étaient pas prêts à payer pour recharger. Donc on est parti sur le modèle B2B tout de suite et c'est là où ça a pris. Pourquoi tu t'es retrouvé dans le Fighters? Ouais, longue story que j'aurais pas forcément envie d'aborder dans le. Alors Non, mais c'est vrai, non, mais je pourrais. Mais famille populaire entre Lyon et Saint-Étienne. Accident de scooter, j'ai perdu mon rein, j'ai failli perdre la vie. Ça s'est joué à 5-10 minutes que mon père rentre dans la salle de bain pour voir qu'à 13 ans, j'étais dans la salle de bain, j'étais pas bien. Puis après, comme tout le monde, j'ai enchaîné pas mal de petits boulots pendant mes études. J'ai fait du McDo, usine, j'ai fait électricien, je savais pas mettre un câble. Plus d'autres sujets de vie qui fait que ça a matché avec le programme Fighters. Et voilà. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Je suis très heureux. Depuis un moment d'ailleurs, je suis très heureux. Alors pourquoi tu es pessimiste à 20-30 ans? Non, je suis hyper positif sur tous les sujets. Non, mais c'est sûr que quand on imagine demain et qu'on voit, en fait, ça va tellement vite. C'est tellement une vague qu'on se prend et je pense qu'on n'a pas encore vu. Et tu crois pas que c'est une chance? C'est-à-dire que tu as une vague qui va super vite. Si tu es dessus, tu peux cartonner. Puis même si tu tombes, tu peux te redresser. On est bon. Ok, en tant qu'entrepreneur, c'est une vague incroyable parce que si tu la prends, c'est un peu comme la vague Internet. Je pense qu'évidemment, il y a des opportunités de dingue. Mais si on rentre dans un débat hors podcast, mais je me dis, j'ai juste peur pour les citoyens, me dire, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire un peu trop bouffer? Parce que ce qu'on contrôle aujourd'hui, avant, quand il y avait un éditeur de jeux vidéo, ils étaient 5 les mecs à bosser derrière leur écran. Maintenant, tu peux avoir des centaines et des Sauf que milliers le de plus personnes. grand succès de l'année, C'est c'est vrai, un c'est vrai. studio français. C'est Ils vrai. étaient 10, 20, 40, 50, je sais plus. C'est un tout petit studio. C'est vrai. Mais quand on regarde par exemple, un jeu comme Fortnite, j'ai jamais vraiment joué, mais c'est un réseau de dopamine à la seconde. Dès que tu passes derrière une arme, dès que tu passes. Et je me dis juste qu'on est tellement habitué à ça que je sais pas si aujourd'hui, si demain, mais j'espère partager ton optimisme. Faut être optimiste, parce que sinon tu fais rien. Voilà, dernière question, Xavier, si tu avais un livre à conseiller, à part une sacrée envie de foutre le bordel. Bien évidemment. Si j'avais un livre à conseiller, tous les livres qui t'amènent à prendre le pouvoir de toi-même et dans toute situation. Je trouve que c'est toujours super important. Je dis toujours aux gens, si tu veux faire quelque chose, le pouvoir, ça se prend, ça se vole, ça se braque. Tu vois, c'est comment t'arrives à te saisir des choses, comment t'arrives à les prendre. Je suis sûr que tu dois bien avoir des livres sur le sujet qui t'apprennent, mais globalement, une fois que je te l'ai résumé très très bien le livre, voilà, en 5-6 mots, donc pas besoin de l'acheter. Bon, écoute, merci Xavier, j'ai été honoré de te recevoir. Merci à toi, bon courage, bonne Merci. chance et bonne continuation. Merci également. On est bon? Qu'est-ce que ça te fait de voir la Saint-Etienne en Ligue 2? Tiens, vas-y, maintenant qu'on filme plus, dis-nous. Eh ben, ça fait. Parce que c'est ça la vérité. Attends, toi, est-ce que tu suis le foot? On a un petit club de foot je me suis à dit, Créteil, voilà. Comment Xavier s'est retrouvé dans le foot à Créteil, au-delà de Parce que je venir... suis né à Créteil et que le club, ça se passait pas bien et qu'on a envie d'aider. Puis tu vois, c'est d'aider ta ville, de mettre la lumière sur cette ville, parce que c'est une ville incroyable. Tu vois, c'est une ville dans laquelle je suis né. Et en fait, si je suis là en face de toi aujourd'hui,
c'est un peu grâce à Créteil et ce qui a été fait à Créteil. Et puis c'est pas loin d'ici, tu vois, c'est dans l'Est. Si tu veux nous aider à investir à Saint-Etienne dans le club. Je m'occupe de l'AS Créteil déjà, et nous on n'est pas en Ligue 2. Qu'est-ce que ça me fait de voir l'US Créteil en National 2 ? J'aimerais bien être en Ligue 2. Bon, merci Xavier. Merci de l'invitation. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt pour le prochain épisode.